Bonjour à tous, le panneau d'avertissement que vous voyez ici sur mon écran, vous l'avez forcément déjà rencontré, un panneau d'avertissement qui est censé vous faire peur, vous inquiéter, et à juste titre la plupart du temps, puisque quand vous vous connectez sur un site internet ou une machine qui n'a pas un certificat connu par votre navigateur internet, ici puisque c'est un site internet, le navigateur vous dit que potentiellement, étant donné qu'il n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité du serveur sur lequel vous vous connectez, potentiellement vos données personnelles pourraient être compromises si vous alliez plus loin, et donc il vous décourage d'aller plus loin. Pour autant, est-ce que ce panneau est forcément synonyme de danger? Alors oui, si vous êtes utilisateur débutant d'une machine, d'un smartphone, d'un ordinateur, etc., avec un navigateur, parce que si vous ne savez pas les enjeux qui se cachent derrière, et que vous pensez être sur un site de confiance, c'est pas normal d'avoir ce type de panneau. Par contre, si vous êtes utilisateur assez expérimenté, vous en avez peut-être marre d'avoir ces panneaux d'avertissement quand vous vous connectez à vos propres serveurs qui eux-mêmes ne sont pas suffisamment sécurisés, mais vous voudriez quand même vous passer de ces messages d'avertissement et de sécuriser le tout de manière automatisée, etc. L'objectif de cette vidéo, c'est vous expliquer comment devenir votre propre autorité de certification, Certificate Authority, en auto-hébergement. C'est-à-dire que je vous ai déjà fait toute une série de vidéos, je vous remets de toute façon la playlist en incrustation sur l'écran ici, et dans cette playlist, je vous ai expliqué quand vous exposez des services sur internet, donc du Nextcloud, du Portainer, je sais pas moi, un site web, peu importe, comment mettre en place un reverse proxy et de faire confiance à une autorité de certification bien connue, du Let's Encrypt, la plupart du temps c'est ce que je vous présente, pour vous générer un certificat qui viendra se mettre en lieu et place de l'avertissement que vous avez là, et qui sera tout propre, tout beau, et qui protégera, qui assurera en tout cas la protection de l'accès à votre site internet. Cependant, ça a des limites. Déjà, c'est un peu compliqué à mettre en place, ou en tout cas, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Donc, en général, on le fait pour les services qu'on héberge sur l'extérieur, mais pour les services qu'on a en interne, donc si vous avez ici, moi, c'est un Proxmox sur lequel je souhaiterais me connecter. D'ailleurs, je vais poursuivre la connexion juste pour vous montrer que le serveur est disponible. C'est juste qu'on me décourage d'y aller. Donc, je fais continuer sur le site « Attention, dangereux ». Donc je fais oui, et vous voyez ici, il y a bien mon serveur Proxmox qui tourne. Eh bien, en tout cas, il y a quand même moyen de générer des certificats pour cette machine de manière très simple. Alors on pourrait le faire avec plein de moyens, dont de l'OpenSSL, donc des lignes de commande, des choses comme ça. Moi, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est créer votre autorité de certification locale, donc sur votre machine, sur votre réseau local, de manière à ce que vous puissiez ensuite, pour toutes les machines de votre réseau, générer des certificats, et ça sans dépendre d'Internet, parce que la plupart du temps, quand on génère un certificat, on le génère pour un nom, on appelle ça un common name, ou en tout cas un subject, et ce nom doit être disponible sur Internet. Si la machine n'est pas visible depuis Internet, l'autorité de certification ne pourra pas vérifier que c'est bien cette machine-ci qui doit être accessible et la protéger, la sécuriser par un certificat correctement signé. En ayant votre propre autorité de certification, en local sur votre machine en auto-hébergé, vous pourrez assez facilement générer des certificats pour des adresses IP, pour des noms de machines qui sont locaux à votre environnement. Alors ça peut être juste une machine comme ça avec un petit serveur web, ça peut être si vous faites du Docker, du Kubernetes, des choses comme ça pour avoir votre autorité de certification locale. Alors le choix logiciel que j'ai retenu c'est StepCA. StepCA, c'est de la partie serveur de ce que produit la société SmallStep. Donc il y a StepCLI qui est la ligne de commande en open source, et StepCA qui est la partie serveur. Et adossé à ces open source, vous avez la société SmallStep, donc qui contribue aux open source et qui commercialise le produit qui s'appelle SmallStep. Alors c'est pas du tout, comme tous les produits que je vous montre, c'est pas du tout du placement de produit. Je ne vous conseille pas du tout d'acheter ce type de service. Moi ce que je vous montre c'est la partie open source de ce qu'il propose. La seule chose que vous n'aurez pas en open source c'est la belle petite page web qui vous permet de gérer très facilement tout ça. Par contre vous aurez la ligne de commande pour générer vos certificats et un serveur, un Certificate Authority que vous pourrez déployer chez vous et donc faire le nécessaire derrière pour générer tous vos certificats. C'est open source, c'est gratuit, c'est disponible sur GitHub, vous pouvez très facilement monter en compétence dessus, apprendre comment on fait tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on génère donc déjà comment on met en place StepCA, donc le serveur StepCA, on va faire du Docker, mais on pourrait aussi l'installer sur une machine, ça serait possible. Et je vais aussi vous expliquer donc comment je sécurise mon serveur Proxmox, à la fois en y plaçant un certificat, mais aussi, et vous allez voir c'est très intéressant, étant donné qu'on devient une autorité de certification, StepCA a des capacités très intéressantes, dont la partie ACME,
avec les capacités des clients associés, donc les clients Certbot, par exemple, mais il y a d'autres clients qui existent, qui peuvent faire du challenge, HTTP, DNS et compagnie, pour vérifier l'authenticité de la machine pour laquelle vous voulez générer le certificat, et générer le certificat de manière automatisée avec le renouvellement automatique, des choses comme ça. Exactement la même chose que ce que vous avez quand vous achetez ou quand vous utilisez les services d'une autorité de certification en ligne. Alors, avant d'aller plus loin, je précise tout de suite, cette vidéo, elle est intéressante en visionnage, je pense, pour l'intégralité des gens, mon audience, je dirais, si vous voulez comprendre un petit peu comment marche tout ça. Ça va être technique, par contre, ça va être un petit peu pointu. Même moi, j'ai tâtonné pendant un petit moment pour bien comprendre comment mettre tout ça en place et que ce soit assez fluide. Bah, pour moi, déjà, le mettre en place, mais aussi à expliquer derrière. Donc, ça va pas être forcément super facile à aborder. Mais je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est des enjeux de sécurité qui sont extrêmement importants. Et donc, à partir du moment où vous avez compris comment générer des certificats, comment les équiper sur vos serveurs, bah, vous pourrez un petit peu mieux sécuriser les serveurs, les services que vous déployez. Vous pouvez même aller jusqu'à certifier donc les sites internet que vous exposez. Par contre, attention, vous serez certes votre autorité de certification, ça il n'y a pas de souci, vous pourrez générer vos certificats, mais il n'y a personne dans le monde qui va faire confiance à votre autorité de certification. Donc il faudra aussi enregistrer les certificats, soit sur les machines, soit dans les navigateurs, je vous montrerai comment on fait, mais c'est un petit, on va dire un petit désavantage, étant donné qu'évidemment votre service n'est pas reconnu dans le monde entier, il n'y a pas de raison pour que les navigateurs fournissent votre autorité, votre certificat racine et les certificats intermédiaires que vous pourriez mettre dans les navigateurs. Donc il y aura cette étape de les installer manuellement pour pouvoir utiliser vos certificats et que les sites paraissent sécurisés. Tout ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Donc il y aura une partie un peu plus haut niveau où on verra un petit peu se connecter donc sur mon serveur Proxmox, vous expliquer vite fait le certificat, ce qu'il vérifie en gros et pourquoi le serveur de Proxmox me dit mon navigateur surtout me dit que c'est pas sécurisé. Et puis ensuite je vous montrerai le déploiement de StepCA, l'utilisation avec StepCA donc pour générer les certificats. Et puis on fera aussi de l'Acme avec du Certbot, je crois que c'est le client, c'est le Certbot sur Proxmox, pour pouvoir créer automatiquement les certificats, les renouveler et que tout se fasse de manière automatisée. Voilà, c'est l'enjeu de cette vidéo. Je vous le redis une dernière fois, attention, c'est un petit peu pointu. Je fais beaucoup de vidéos sur de l'auto-hébergement, sur ce type de choses. J'ai trouvé quelques vidéos en anglais qui parlaient de ce sujet-là, assez peu en français, peut-être quelques-unes, mais assez peu, et pas de manière aussi... Vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire, que ce soit assez fluide, assez facile à déployer. Donc, je vais vous montrer comment je m'y suis pris et comment je pense que vous pouvez aussi vous y prendre si vous voulez vous lancer là-dedans. Mais c'est pas du tout pour des utilisateurs novices ou débutants. Même pour des utilisateurs avancés, peut-être vous n'aurez jamais besoin de ce type de fonctionnalité. Donc c'est aussi peut-être pour comprendre comment tout ça marche. Et ça vous permettra de comprendre comment les services qui commercialisent, donc les autorités de certification qui commercialisent ces services, et bien comment derrière ça fonctionne, grosso modo, pour pouvoir gérer ce type de service et quelles sont les étapes par lesquelles elles passent elles-mêmes pour pouvoir derrière vous fournir un certificat et puis que ça passe ici en sécurisé sur votre navigateur. Alors on va commencer par analyser la situation. Je vais me connecter donc sur mon instance Proxmox qui se trouve être sur le nom local, puisque j'ai un serveur de nom local, on en reparlera très vite, mais je vous avais fait une vidéo là-dessus sur le serveur DNSAdguard, donc je ne vais pas reparler de tout ça dans le détail. Mais vous voyez ici que ce que me dit mon navigateur, c'est que je ne suis pas sécurisé. Alors, il a peut-être raison, parce que lui, il peut pas déterminer si le site sur lequel je me connecte est légitime ou pas et à quel point. Il ne peut le faire que par le certificat du site. Et comme le certificat du site n'est pas conforme ou n'est pas présent tel qu'il l'attend, il peut juste me dire que peut-être le service qui se trouve derrière, c'est déjà assez sûr, c'est pas le service d'origine auquel je pourrais m'attendre, puisque si c'était un service correctement sécurisé, correctement déployé, il n'y aurait pas ce problème de certificat, et que peut-être en plus, la personne qui a déployé ce service est malveillante, et le nom d'utilisateur, le mot de passe que je viens de taper ici, c'est peut-être un site usurpé, c'est peut-être un site malveillant, et donc le fait de me connecter dessus, ça va déclencher quelqu'un qui est un pirate par exemple, enfin quelqu'un de malveillant qui va essayer de me piquer déjà ses informations de connexion, mais peut-être plein d'autres choses en essayant derrière de se connecter à d'autres sites auxquels j'ai accès, des choses de ce type-là. Donc on va analyser vite fait ce que me dit, donc ici c'est mon Google Chrome, donc il me dit votre connexion à ce site n'est pas sécurisée, attention, nous vous conseillons de ne pas saisir d'informations sensibles. Avant même d'arriver à ce panneau, vous avez vu que de toute façon, le navigateur me décourage déjà pas mal de me connecter sur le site, donc il m'affiche des avertissements en pleine page en me disant vraiment, moi je vous conseille pas d'y aller. Alors pourquoi il me conseille de pas y aller? On peut le voir ici, certificat non valide. C'est pas que le certificat n'existe pas, vous voyez qu'ici on est en HTTPS, et il y a un certificat qui est fourni par le service en question. Donc c'est pas un problème
ici de se connecter en HTTP. HTTP, pour rappel, c'est une connexion non chiffrée, donc tout ce qui circule entre vous et le serveur circule en clair, donc n'importe qui pourrait être intermédiaire, en particulier votre opérateur, mais ça peut être éventuellement des proxys, des choses comme ça, n'importe qui peut avoir accès à vos données. À partir du moment où on bascule en HTTPS, que le certificat soit valide, reconnu ou pas, vous êtes en HTTPS, donc vous êtes sur un flux chiffré, et donc les données ne transitent plus en clair. Donc déjà, vous enlevez une problématique. Par contre, il reste quand même la problématique de à qui vous envoyez les données. Si le navigateur regarde le certificat, et qu'il dit, moi, le certificat correspond pas à la personne avec qui vous êtes en train de discuter, c'est normal qu'il vous indique qu'il y a un souci. Et c'est ce que vous dit ici votre navigateur. Il vous dit que la connexion n'est pas sécurisée, il ne vous dit pas que vous n'êtes pas en HTTPS ou que vous n'êtes pas en chiffré ou des choses comme ça. Il vous dit que le certificat est non valide. La plupart du temps, avant même d'arriver à ce problème ici dans le navigateur ou autre, vous voyez de toute façon cet écran géant qui est là, alors, géant parce que moi je l'ai mis en géant, évidemment il est un petit peu plus petit normalement, mais il vous dit, attention, ce site est potentiellement malveillant. Et il vous dit bien que le problème c'est l'autorité de certification qui est invalide. Donc il ne la reconnaît pas, donc il ne peut pas vous donner accès. Évidemment, regardez bien en dessous ce qui est indiqué. Vous voyez en dessous, si vous cliquez sur l'erreur, des informations supplémentaires. Il vous dit, alors ça va dépendre de l'erreur que vous avez. Il peut vous dire très bien, j'ai pas trouvé de certificat, le certificat est pas correct, enfin plein de choses. Ici il vous dit c'est l'autorité de certification. Il la connaît pas. Donc il vous dit j'ai bien un certificat qui a été émis pour PVE Home, alors c'est PVE local, etc., mais il ne vous met pas tous les subjects. Il vous dit bien qu'il est valide, donc il est du 19 juin au 15 mai 2026, donc il n'y a pas de souci, il est valide, mais l'issuer, qui s'appelle Proxmox Virtual Environment, il n'est pas connu par le navigateur ou la machine, et donc il ne peut pas s'assurer que ce certificat est valide, correct, et qu'il a le droit de poursuivre. Pour autant, vous avez le droit de dire, il n'y a pas de souci, paramètres avancés, et vous dites, il n'y a pas de souci, continue vers le site, j'assume le risque, j'y vais. Alors, si vous êtes sur Internet, que vous allez sur un site que vous pensez être un site, je sais pas, bancaire, réseau social ou compagnie, que vous avez ce type d'avertissement, vous arrêtez tout de suite. Vous vous connectez pas, vous n'allez pas plus loin. Si maintenant vous vous connectez comme moi sur un serveur que vous avez déployé chez vous, open source, vous savez que c'est vous qui l'avez déployé, comment il fonctionne et tout ça, il y a vraiment zéro risque de s'y connecter. C'est votre serveur à vous, c'est juste que vous n'avez pas fait le nécessaire pour qu'il soit correctement sécurisé. Alors au passage, on va aller voir dans les détails, donc il me dit le certificat non valide, c'est la même erreur qu'on avait tout à l'heure, mais ce coup-ci en français. Et il me dit ici, voilà ce que j'ai obtenu comme certificat, donc le nom commun, qui est en fait ici un DNS, donc un nom de machine local en l'occurrence de mon réseau, c'est PVE Home, alors on verra après, je vous montrerai le certificat qui est émis automatiquement par Proxmox, mais il est valable aussi pour PVE local, pour l'adresse IP, pour localhost, donc il est disponible sur pas mal de noms communs. L'organisation c'est Proxmox Virtual Environment et l'unité c'est PVE Cluster Node. Donc on voit par l'émission et émis pour ici que ce certificat il a été auto-émis par Proxmox Virtual Environment avec une autorité de certification PVE Cluster Manager CA et que du coup il me dit pas qu'il y a un souci particulier, il me dit juste moi je suis un navigateur, je connais pas cette autorité de certification qui a signé le certificat, donc par défaut j'ai aucune raison de lui faire confiance. Ton certificat a l'air valide, parce que vous pouvez aussi tomber sur des problématiques où votre certificat est expiré, et dans ce cas là vous aurez la même erreur, mais vous aurez un certificat complètement valide, peut-être signé Let's Encrypt ou autre, peu importe, mais valide, enfin valide dans le sens correct en termes de signature, mais expiré, et donc là vous aurez aussi une erreur, il faudra regarder les dates de validité. Donc il y a des raisons différentes pour avoir un certificat à problème, mais en tout cas ici on a un souci, qu'on a un certificat qui ne va pas. Donc quand on va aller regarder dans Proxmox, qui est automatiquement, qui gère automatiquement tout ça, on voit qu'il génère un PVE SSL PEM ici, donc c'est le certificat qui est délivré par le serveur web de Proxmox. On voit qu'il est que les dates de validité c'est celles que je vous ai indiquées. Ici on voit les adresses, les subject name, alors il y a le subject ici, donc c'est PVE Home, le nom principal, et les noms alternatifs, donc subject alternative names, dont PVE local, etc. Alors il se trouve que je crois que j'ai plus PVE local, mais bon, c'est pas grave, vous prenez pour argent comptant le fait que ça devrait fonctionner aussi avec PVE local, et mon adresse IP, et pour autant, ce certificat n'étant pas connu, l'autorité de certification n'étant pas connue, il ne me laisse pas passer. Alors, si je voulais juste résoudre ce problème, il suffit que j'enregistre cette autorité de certification dans mon navigateur, on n'en parle plus, c'est réglé. Le truc, moi, c'est que j'ai envie de vous montrer comment on fait pour générer ses propres certificats, déjà, donc pas
s'appuyer sur Proxmox, parce que peut-être vous allez être sur un autre service qui n'est pas Proxmox, et donc vous allez avoir envie de générer vos propres certificats. Et puis dans un deuxième temps, bénéficier de fonctionnalités très avancées, que normalement tout à chacun n'a pas, dont la partie en dessous qu'on voit de Proxmox, qui est un standard ACME, que vous devez connaître si vous interagissez avec des Let's Encrypt et autres pour obtenir vos certificats, parce que c'est par ce type de protocole et les challenges qui en résultent que vous pouvez obtenir votre certificat d'une autorité de certification, ou en tout cas d'un intermédiaire. Donc vous verrez que même en déployant nous-mêmes notre propre autorité de certification, on va réussir à obtenir un certificat, et que ce certificat, on pourra le renouveler automatiquement avec ACME. Voilà, donc c'est l'objectif de cette vidéo, et on va commencer tout de suite par StepCA. Donc je vais vous présenter le déploiement du serveur associé à l'autorité de certification qu'on va auto-héberger chez nous, et puis ensuite on verra comment interagir avec tout ça. Alors pour héberger StepCA, il y a différentes manières de faire. Moi je vais le faire sur une machine dédiée. Alors, cette machine dédiée, il se trouve qu'elle est dans Proxmox, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, je virtualise beaucoup, donc c'est plus simple d'avoir une petite machine virtuelle, et d'ailleurs c'est un conteneur au sens Proxmox, c'est même pas une machine virtuelle, donc c'est une machine virtuelle très légère, mais je vais le déployer comme ça, mais ça pourrait être un serveur physique, ça pourrait être installé sur une machine, peu importe. Ici, c'est juste que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous le montrer sur cette machine-là. Et sur cette machine-là, j'ai installé aussi Docker, parce que je vais faire un déploiement Docker, mais on peut installer aussi StepCA, et j'ai installé Portainer pour avoir une interface graphique au-dessus de Docker pour vous montrer graphiquement ce que je déploie. C'est beaucoup plus simple que de vous montrer de la ligne de commande, ce sera plus visuel, plus parlant, on ira regarder les logs, ça sera beaucoup plus facile. On commence tout de suite par mettre un sujet de côté, puisque ça j'en ai déjà parlé, AdGuard Home, votre serveur DHCP, DNS sur votre réseau local chez vous. Donc je vous ai montré comment déployer tout ça. J'ai mon propre serveur DNS qui tourne chez moi, ce qui me permet de personnaliser complètement le fonctionnement de mon DNS. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un DNS, c'est pas dans cette vidéo que je vais pouvoir vous l'expliquer, mais AdGuard Home c'est un serveur DHCP DNS, donc DHCP ça veut dire qu'il délivre des adresses IP à mes machines du réseau, et il les configure, donc il leur donne l'adresse IP, mais il leur donne aussi une configuration, dont le DNS. Et il se met lui-même en tant que serveur DNS, donc quand une machine a besoin de connaître un nom, que ce soit Google, Microsoft, Facebook, ou un nom local, bah, la machine va demander à ce serveur DNS de lui résoudre ce nom. Alors l'avantage de AdGuard Home, c'est aussi de pouvoir mentir sur les résolutions de noms. Donc si c'est une régie publicitaire, bah, de dire je la connais pas, ce nom n'existe pas, ce qui permet de ne pas afficher la publicité. Mais ça permet aussi d'avoir des règles de réécriture locale, et donc de dire, par exemple, PVE local, donc le serveur sur lequel je me connecte, il est sur l'adresse IP 192.168.1.49, et le serveur qu'on va déployer, que je vais appeler StepCA local, la machine sur laquelle il y a serveur web, ce sera StepCA local, et cette machine c'est 192.168.1.122. Ou ça changera peut-être au cours de la vidéo, c'est pas très important les adresses IP exactes. Celle de mon Proxmox ne bougera pas, celle de StepCA c'est de la machine virtuelle, donc éventuellement avec le mécanisme de DHCP ça peut changer. Mais c'est pas le but de cette vidéo de se poser ce type de questions. Ce que je voulais juste dire, c'est que ces noms de machines sont connus sur mon réseau et résolus sur mon réseau. Donc il faudra que vous soyez dans cette situation-là. Donc soit vous avez un serveur DNS et vous pouvez faire ce type de configuration, parfait. Soit vous avez envie de le faire, vous suivez ma vidéo sur AdGuard Home, vous pouvez le déployer. Soit vous allez sur chaque machine et vous allez rajouter des résolutions locales pour être sûr en tout cas que les noms que vous allez utiliser derrière sont connus sur les machines sur lesquelles vous interagissez. Sinon vous aurez forcément des problèmes. Je vous déconseille d'utiliser pour une autorité de certification des adresses IP. Vous pourrez créer des certificats sur des adresses IP, mais il faudra interagir avec votre autorité de certification plutôt avec un nom de domaine, et donc il faudra avoir ce nom de domaine qui peut être local à votre réseau. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un nom de domaine présent sur Internet, évidemment pas, mais au moins sur votre réseau local, ce nom doit être résolu. Ceci étant dit, étant mis de côté, on peut revenir maintenant sur Proxmox, et donc j'ai démarré ici ma machine qui héberge StepCA. Je vais la réinitialiser juste pour vous montrer que elle est parfaitement initiale sans donner dedans. Donc cette machine en question, je vous montre quand même vite fait quelques petites informations. Donc je vous l'ai dit, ça peut être une machine physique, ça peut être une machine que vous utilisez, votre machine Windows, etc. Peu importe. Moi je le mets dans une machine virtuelle entre guillemets, c'est un conteneur, donc un CT, un conteneur au sens Proxmox, parce que c'est très léger à déployer, c'est très facile à déployer, mais ça me permet d'isoler, et c'est une vraie machine sur mon réseau. Elle est vue sur mon réseau comme une machine à part entière, donc même si elle est virtualisée sur Proxmox,
elle existe, elle est là, et je peux facilement la maintenir. J'ai décidé de déployer une machine Debian, c'est une Debian 12, une Bookworm, elle est à jour, et dessus j'ai installé Docker, j'ai installé Portainer, ça j'ai fait des vidéos dédiées là-dessus, c'est pas l'objet de cette vidéo de revenir là-dessus, sinon la vidéo, qui est déjà probablement longue, va être encore plus longue. Donc partez du principe que dessus, vous avez Docker, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir interagir. Vous pouvez juste vous limiter avec du Docker, si vous voulez le déployer sous forme de Docker. Il y a aussi un moyen d'installer stepca directement, mais moi je préfère utiliser Docker. Et je vais faire un Docker Compose, donc sur cette machine qui s'appelle stepca local, j'ai déployé du Portainer, et on va déployer ensemble une stack, qui est la stack stepca. Donc, n'installez pas Portainer juste pour l'objet de cette vidéo, vous pouvez déployer avec du Docker Compose ou juste une ligne de commande Docker. Moi je vous montre en Docker Compose parce que c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus visuel, et vous allez mieux comprendre. Avant, je vais vous montrer, le volume que j'utilise c'est Home Docker stepca, je vais m'assurer de le réinitialiser, comme ça vous pourrez pas dire que je triche avec les interactions que je peux avoir. Je fais vraiment tout en partant de zéro, en déconfigurant ce que je peux ou en réinitialisant ce que je peux, comme ça je suis sûr que la vidéo que je vous partage est aussi proche que possible d'une situation réaliste. Donc si je vais dans Home Docker, vous verrez que ici j'ai un répertoire qui s'appelle stepca, je fais un rm rf de stepca. Avant je m'assure juste quand même que j'ai coupé le service, même si c'est pas très grave, enfin couper le conteneur, même si c'est pas très grave, c'est quand même plus sympa de faire les choses proprement, donc je le stoppe. C'est bon, et puis je pourrais même stopper la stack, comme ça on partira de zéro, donc je stoppe. Et ça va me tuer mon conteneur, voilà. Et je fais un rmrf stepca, et donc si je fais ls, c'est fini, j'ai tout déconfiguré. Je n'ai plus d'autorité de certification. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est par les mécanismes de Docker. Donc ici on passe par un Docker Compose, vous pouvez aussi passer par les lignes de commande, mais c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut tout mettre à la queue leu-leu. Mais on va avoir un seul service qu'on déploie qui s'appelle stepca. Ce service, il est basé sur l'image de SmallStep, stepca. Comme beaucoup de projets open source, quand ils sont en plus adossés à des sociétés qui ont un business et tout ça derrière, c'est des choses pour lesquelles on a de la documentation, de l'information. C'est très très facile d'avoir de l'aide éventuellement, alors même si il faut payer souvent pour avoir de l'aide avancée, mais vous avez la partie communautaire qui vous permet d'apporter de l'aide, et vous avez des documentations qui sont en général très complète. Juste, donc stepca, pour vous résumer, mais j'espère que vous avez compris, c'est une autorité de certification privée qui va vous permettre d'automatiser la création de certificats, donc X509, et puis les certificats SSH, si vous voulez en plus faire du SSH. Il est capable de faire des certificats TLS, vous pouvez les utiliser pour vos VM, vos conteneurs, vos API, vos clients mobiles, vos bases de données, et tout ça, donc il vous liste tout ce que vous pouvez faire d'un certificat en gros. Je vous l'ai dit, en général, on l'utilise plutôt pour la génération de certificats en interne chez soi, mais si vous voulez, vous pouvez aussi générer des certificats sur vos noms de domaine public, puisque après tout, pourquoi pas, c'est possible. Et le gros avantage de cette solution, c'est qu'aussi qu'elle est compatible avec le protocole Acme V2, enfin le client Acme V2, donc elle peut interagir avec n'importe quel client qui intègre ce protocole-là, et donc elle est compatible avec Certbot, donc le Acme SH, donc on va dire le client presque officiel, standard en tout cas, avec les piles Traffic, Kadi, du Kubernetes, des choses comme ça. Donc vous pouvez l'intégrer avec plein de solutions d'auto-hébergement ou de proxy que vous utiliseriez chez vous. Donc voilà, ensuite vous avez la possibilité de générer des certificats pour des personnes, donc pour identifier une personne au lieu d'une machine, et puis aussi pour les clés associées à du matériel, donc les YubiKey et compagnie, mais ça je vais pas dans le détail. Et on vous explique ensuite comment déployer tout ça avec la petite ligne de commande Docker. Donc, je vous l'ai dit, si vous voulez juste faire du Docker de base, vous passez sur la ligne de commande Docker, ça marchera très bien. Et on vous dit ensuite quelles sont les configurations conseillées pour déployer correctement cette autorité de certification, avec quelques informations pour que tout se passe le mieux possible. Vous avez également la documentation complète de stepca, donc stepca c'est la partie serveur, vous avez aussi la documentation complète de stepcali. On fera un petit tour dans un instant quand on parlera de stepcali, mais vous avez les documentations qui vous expliquent dans le détail les installations, donc ça vous montre aussi pour même la partie serveur, comment l'installer sur macOS, sur Windows. Il y a des packages Winget, donc en une ligne de commande, vous pouvez installer tout ce qu'il faut, du Linux, et puis évidemment Kubernetes, Docker. Donc moi je fais du Docker, mais honnêtement, sur cette machine-là, j'aurais pu faire directement une installation Debian, ça aurait marché très bien. Donc on est parti pour le déploiement, donc je vous l'ai dit, un service qui va donner lieu donc à un conteneur qui s'appelle stepca, je précise toujours le nom de conteneur par habitude. L'image c'est SmallStep stepca, on l'a vu ensemble, c'est l'image qui est décrite ici sur Docker Hub, donc vous avez toutes les informations qu'il vous faut
pour aller chercher la documentation et en apprendre plus sur l'image. L'image est open source, le contenu de l'image est open source, donc tout est open source, vous pouvez auditer si vous le voulez. Je le déploie en tant qu'utilisateur root, c'est pour pas avoir de problème de sécurisation. En plus ici je suis dans un conteneur, donc je suis directement en root, etc. Donc pour pas avoir de soucis, je fais un déploiement root. En général on évite ce genre de choses. Là je peux me permettre de faire le raccourci dans ce cas de figure là, et ça m'évite d'avoir des problèmes sur les permissions des répertoires pour tout ce qui est secret. Je vais vous montrer rapidement, une fois que ce sera déployé, on verra le répertoire des secrets, je vous expliquerai qu'il faut vraiment faire très attention à ça. Ensuite, au niveau de l'environnement, les variables d'environnement que vous voyez ici, c'est celles qui sont documentées, que je vous ai évoquées rapidement ici. Donc je vous les redécris pas, vous pouvez aller directement les regarder sur la documentation officielle, mais en gros, vous avez le nom de votre autorité de certification. Donc évidemment, moi, c'est mon jeu de mots habituel, je m'appelle Guillaume, tout ce qui est chez moi s'appelle Guillaume, donc c'est Guillaume. Ensuite, vous avez les noms DNS de votre autorité de certification. Donc par défaut, il y a localhost, on vous conseille de rajouter au moins le nom de votre machine. Je vous ai dit, cette machine s'appelle StepCA local, d'ailleurs je me connecte dessus, donc ça va être StepCA local. Vous pouvez ensuite dire, est-ce que vous voulez ou pas gérer du remote management, donc avec des clients et des provisionneurs à distance. Donc ici on va dire oui, on en aura besoin. Et puis ensuite, est-ce que vous voulez du SSH, est-ce que vous voulez le support de Acme? On va dire oui aux deux. Vous pouvez moduler tout ça en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin ou pas. Dion Enable, je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus, je ne reviens pas dans le détail, c'est juste pour observer les images et vous informer, vous notifier quand il y a des nouvelles images qui sortent en fait. Et on va faire une persistance de la configuration et tout ça de StepCA dans un volume, je le mets dans Home Docker StepCA. Ça c'est pour faire en sorte évidemment que quand on redémarre le conteneur, on ne perde pas toute la configuration parce que sinon ça sera embêtant. Dernière chose, par défaut StepCA se déploie sur le port 9000, moi je le mets sur le port 443 parce qu'en général, une autorité de certification, étant donné qu'elle travaille beaucoup en HTTPS, et avec des protocoles sécurisés, etc. En général, c'est beaucoup plus simple de la faire tourner sur le port 443. Si vous choisissez un autre port, vous allez aller au-devant de problèmes. En particulier dans Proxmox, si vous choisissez un autre port que 443, et que vous faites de l'Acme, vous allez être obligé dans Proxmox de faire des règles réseau, des choses comme ça, pour pouvoir faire le nécessaire. Moi, je vous conseille vraiment de partir sur une machine avec le port 443. Alors c'est pas du tout pratique parce que beaucoup de machines, vous avez déjà des choses qui tournent sur le port 443, si vous avez un petit serveur web, des choses comme ça. C'est pour ça que je le fais avec un conteneur, puisque du coup c'est pas gênant. Donc ensuite, les derniers réglages, c'est vraiment du détail. Redémarrage si jamais le serveur crash, sauf si je le stoppe explicitement, et le réseau que j'ai appelé StepCA, mais j'aurais pu le mettre. Voilà, donc en gros j'ai juste à déployer ça, donc vous allez voir ça se fait très facilement avec Portainer. Je clique ici sur Pull Image et je fais Update. Donc j'attends quelques secondes, donc il va télécharger l'image, il va déployer, il va démarrer le conteneur. On va aller dans les logs et on va regarder dans les logs ce qu'il y a, ce qui s'y passe. Alors je vais enlever l'auto-refresh puisqu'il n'est pas super pertinent. Et alors il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître ici dans mes logs, je vous le dis tout de suite, c'est des informations qui sont confidentielles, privées, que vous ne devez surtout pas partager. Moi je vous les montre, et de toute façon, je vous ai expliqué, tout ça c'est des choses que je tue après la démo, il n'y a pas de danger particulier, mais faites très attention, il y a une partie des choses qui sont là-dedans, qui sont des clés privées, des empreintes, des choses comme ça, qu'il ne faut pas partager avec n'importe qui, ou voire qu'il ne faut pas partager du tout. Donc faites très attention à tout ça. Donc en gros il vous dit, alors ce qu'il vous dit au départ d'ailleurs, et c'est assez intéressant, vous pourriez le faire avec OpenSSL. Donc si vous connaissez la séquence de commandes à faire, vous pouvez vous générer un certificat racine, un certificat intermédiaire, et puis faire ce qu'il faut pour signer vos clés. Donc vous pourriez vous débrouiller par vous-même. Là c'est juste que c'est complètement automatisé, il le fait pour vous, et qu'en plus, derrière, il vous fournit des API, une ligne de commande, pour faire ça à toute vitesse, donc vous n'avez plus à vous poser des questions. Donc il vous dit, j'ai généré le certificat racine et le certificat intermédiaire. Ensuite vous avez toute la création de ce qu'il faut, donc vous avez l'empreinte, la fingerprint, qui est très importante, vous verrez on en a besoin dans un instant. Tout ce qui va bien, donc par défaut vous avez des certificats, mais comme j'ai demandé de faire du SSH, il m'a généré en plus ce qui va bien en termes de SSH, pour pouvoir suivre, faire créer des certificats, etc. pour du SSH. Ensuite, donc, il crée une petite sauvegarde de configuration, des choses comme ça. Donc, on a une base de données, on a des templates, on a une configuration par défaut, on a la configuration de l'autorité de certification, vous allez voir, on ira la modifier pour étendre la validité des certificats pour que ce soit un peu plus facile à gérer. Ici un provisionneur par défaut, qui est provisionneur admin, qui permet d'interagir avec la ligne de commande par exemple, et un super admin qui s'appelle Step. Vous avez en dessous des informations que je vous conseille de copier et de mettre dans un petit fichier texte dans la partie secret, on va les voir tout de suite, mais ce sont
les informations qui vont vous être utiles pour derrière interagir avec StepCA. C'est le mot de passe administrateur en gros, donc vous en avez besoin si vous voulez interagir avec. Voilà, puis ensuite vous avez encore une petite répétition avec des renvois vers la documentation, la version de StepCA, plein de petites choses très intéressantes, et puis ça sert sur le port 9000. Donc on va aller tout de suite sauvegarder ces informations, donc je vais retourner sur cette machine-là, je vais faire ls, donc on voit qu'on a StepCA, donc je rentre dans le répertoire StepCA, je vais nettoyer, on va aller dedans, donc vous avez dans CERT, vous avez vos deux certificats, donc si vous regardez, vous avez certificat racine, certificat intermédiaire, donc c'est intéressant si vous en avez besoin ensuite pour les enregistrer, et on le fera sur cette machine, mon PC, pour le faire connaître. Et puis vous avez aussi des certificats pour faire du SSH si vous voulez faire du SSH. Vous avez la configuration, on ira voir après, mais vous avez entre autres la configuration de l'autorité de certification. Vous avez donc la base de données, je rentre pas dedans, c'est spécifique StepCA, de toute façon c'est une base de données, donc c'est un peu obscur. Un répertoire extrêmement critique, ce sont les secrets. Donc dedans vous avez vos clés. Alors là, faites très attention, on fait pas de bêtises avec ça. Et moi, dedans, je vais me faire un petit fichier qui s'appelle admin, et je vais coller ces informations-là, juste parce que sinon, je sais très bien qu'au prochain redémarrage, de toute façon, ça s'affiche plus, et j'aurais perdu cette info, donc je serai obligé de les faire régénérer. Donc plutôt que m'embêter, j'ai sauvegarde, comme ça, je sais que je les ai enregistrés quelque part et que je les ai. Évidemment, donc vous ne les partagez pas, ces informations-là, autant d'ailleurs que tout ce qui est clé privée. Si jamais vous vous faites voler une clé privée, votre autorité de certification tombe à l'eau, puisque n'importe qui pourrait générer des certificats en votre nom. Voilà, puis vous avez des templates, ça c'est pour customiser un petit peu le fonctionnement, il n'y en a pas besoin tel quel, de comprendre en tout cas à quoi ça sert, donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire. L'autre chose, c'est on va vérifier si StepCA fonctionne, et donc pour vérifier si StepCA fonctionne, on va aller sur stepca.local, donc le nom de machine, et on va demander la ressource qui s'appelle else. Donc comme je suis en HTTPS, c'est sur le port 443, vous l'aurez compris. Donc je vais dessus, alors mon navigateur ne connaît toujours pas évidemment les certificats associés, mais si je lui dis vas-y c'est bon, il n'y a pas de danger, vous allez voir que le serveur tourne, il me dit status ok. Et si vous allez voir dans vos logs, donc je vais déverrouiller les logs, si vous allez dans vos logs, vous verrez de toute façon apparaître ici, voilà les requêtes, on voit ici qu'il y a une requête qui est arrivée, donc de mon PC, 192.168.100, et qui faisait une requête sur else. Donc c'est un serveur web, donc il est capable de vous dire si tout est ok ou pas. Alors, une chose qui peut être intéressante, c'est de regarder le certificat, vous allez voir qu'il vous a généré une organisation qui s'appelle Guillaume, et un nom commun de l'intermédiaire qui s'appelle Guillaume Intermediate CA. Donc nouvelle étape, maintenant ce qu'on veut c'est installer la ligne de commande. Alors pour installer la ligne de commande, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle machine, ça peut être ma machine Windows, etc. Moi je vais l'installer sur mon serveur Proxmox, c'est beaucoup plus simple, ça va me permettre comme ça très facilement de pouvoir interagir avec StepCA qui est déployé dans Proxmox, et puis de savoir que tout est tout le temps en place, j'ai pas besoin d'avoir une machine en particulier, je me connecte sur mon serveur Proxmox et j'ai ce qu'il faut. On a fini la documentation autour de StepCA, alors il restera des choses à regarder autour de la configuration, mais en tout cas on l'a déployé, il est fonctionnel. Ici on est sur StepCLI. StepCLI, la commande en elle-même, c'est Step, et il va falloir pouvoir installer Step. Alors pour installer Step, à nouveau, on vous dit, si vous êtes sur Debian ici, c'est très très simple, vous avez à télécharger le .deb, et vous avez à faire un sudo dpkg-i stepcli deb. On vous dit aussi de faire du ménage, et donc moi je vais faire du ménage. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, parce que je veux être sûr que ce que je vous montre est fonctionnel, et donc partir d'environnements les plus propres possibles. Donc je vais déjà ici, alors je suis pas en sudo, mais je vais désinstaller les paquets. Je vais aussi m'assurer que mon home step et home.step est supprimé, comme ça il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis les recommandations qui sont ici, c'est-à-dire faire un téléchargement du .deb, donc on voit ici téléchargement fait, et ensuite, alors je fais pas en sudo parce que j'ai pas besoin d'un dpkg-i, donc une installation du paquet. Hop, et c'est bon. Et donc normalement ensuite vous pourrez faire step, et quand vous ferez step, vous êtes sur stepcli. Donc stepcli, c'est la ligne de commande qui interagit avec StepCA. Et vous avez à nouveau, une fois que vous avez installé pour votre environnement, je vous l'ai dit, vous avez Mac, Linux, Windows, donc normalement vous avez tout ce qu'il faut sur tous les environnements nécessaires. Vous pourrez interagir avec votre serveur, et on vous donne la commande référence qui vous permet de faire plein de choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Step, l'outil HTTP, donc déjà il est open source. Donc quand je vous dis open source, vous avez StepCA, donc Certificates ici, vous avez tout ce qui va bien autour de StepCA, et d'ailleurs vous allez reconnaître ici normalement
à peu près la documentation que vous pouvez trouver sur la partie Docker Hub. Donc, avec un peu plus d'informations sur les challenges supportés, des trucs comme ça, mais ça vous dit les mêmes compatibilités de serveurs, de trucs comme ça, un peu plus complet. Donc ça, c'est StepCA, et StepCLI dispo en open source sur GitHub, enfin de l'organisation SmallStep. Donc ça, c'est StepCLI avec la documentation StepCLI. Donc on est sur la partie donc ligne de commande, et vous avez une ligne de commande qui fonctionne déjà sans avoir besoin de StepCA. Vous avez dans la partie introduction des informations sur pouvoir utiliser, StepCLI, pouvoir utiliser StepCLI pour générer des certificats, appeler les Let's Encrypt, créer des JSON Web Tokens, des trucs comme ça, plein de choses qui ne nécessitent pas StepCA. Mais dans la vie de commande StepCLI, vous avez une catégorie, entre autres, qui est CA, qui permet d'interagir avec votre autorité de certification, et vous avez ensuite StepCA avec des subcommandes, et la subcommande qu'on va utiliser, celle qui est ici, c'est Bootstrap, pour faire connaître à la machine le serveur de l'autorité de certification en question. Alors pour que ça fonctionne, StepCA Bootstrap, --ca-url, HTTPS. Ici on met la machine sur laquelle on a Step, donc c'est, je vous ai dit Step local, donc StepCA local. Et le port, alors le port je peux le mettre, mais c'est le port 443, c'est de l'HTTPS, donc voilà. Côté fingerprint, ça doit vous évoquer quelque chose. Fingerprint, alors on l'a aussi dans la configuration évidemment hein, donc si vous allez dans le config, dans la section config, vous le retrouverez, mais on peut le retrouver aussi dans les logs. Vous les avez dans les logs, vous avez à la fois ici root fingerprint et vous devez l'avoir en répété encore ici root fingerprint. Donc peu importe d'où vous le copiez, mais vous le copiez, c'est celui dont on va avoir besoin. Donc on va aller le coller derrière fingerprint ici, et puis on fait un --install pour lui demander d'installer donc ce certificat en tant que certificat. Et donc vous voyez qu'on a le point step-cert root-ca, la config default, et puis on a aussi l'enregistrement du certificat dans le thruster. Donc à partir de maintenant, ce certificat racine sera un certificat de confiance. Donc la machine Proxmox fera confiance à tout ce qui va se passer en HTTPS avec le certificat donc, de StepCA. Donc ça c'est une première étape, et puis ensuite c'est quasiment gagné, on pourrait émettre un certificat. Mais il y a quand même un petit truc qui est embêtant, et on le voit quand on échange avec StepCA, c'est que les certificats en fait sont à durée très limitée. Ils ont une durée d'une journée. On voit ici 19 juin, 20 juin. Je peux vous zoomer un petit peu pour que ce soit bien visible. 19 juin, 20 juin. C'est un petit peu embêtant parce que le fait que ce soit d'une journée, c'est pas embêtant sur le réseau local, surtout si derrière vous mettez de l'ACME, des choses comme ça avec du certbot pour renouveler automatiquement. Mais sinon, d'une manière générale, ça va être vraiment contraignant si vous n'êtes pas en renouvellement automatique. Donc, comme je pars du principe que vous n'êtes peut-être pas en renouvellement automatique, je vous explique aussi comment faire cette configuration. Et c'est pas très compliqué. La configuration en question, vous irez donc sur votre machine qui héberge StepCA, donc ici. Vous allez dans la partie config. Je vous l'ai dit, dedans, vous avez ca.json qui est la configuration de votre autorité de certification. Et dedans, vous retrouverez les informations que je vous ai dit. Hein. Vous allez avoir la partie branchement avec le certificat intermédiaire, le certificat racine, plein de choses de ce type-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de configurer la partie authority. Donc ici, on voit enable admin puisqu'on peut interagir avec StepCLI et l'utiliser de provisionneur admin. Mais on va rajouter des claims. Alors pour faire ça, alors tout ça est documenté, je vais vous montrer dans un instant, c'est documenté. On va mettre une petite virgule et on va rajouter... Voilà, alors je vais juste faire du propre parce que là c'est pas terrible. Donc je vais mettre quelques indentations pour vous montrer à quoi ça doit ressembler. Voilà, normalement le fichier doit être valide comme ça. Donc en fait je rajoute des claims à l'autorité, je lui dis par défaut tu peux générer un certificat d'une durée de 24 heures, mais moi je te conseille de faire un certificat par défaut de 8760 heures, ce qui est un petit peu excessif, mais ça doit représenter une année je crois. Et puis ça doit représenter 10 ans. Le max TLS cert duration, c'est 10 fois la valeur default. Voilà, c'est juste pour lui donner un ordre de grandeur de ce qu'elle a le droit de générer. Vous pouvez rester aux valeurs par défaut qui sont sécurisantes, mais attention, il y a aussi des contraintes. Donc on enregistre, et on peut redémarrer la partie StepCA. Donc ici, comme c'est du Docker, c'est très très simple. Pour redémarrer StepCA, attention, n'oubliez pas, avant de bien avoir noté votre mot de passe administratif, parce que sinon c'est fini, vous l'aurez plus. Vous faites restart. Voilà, dernière étape, donc on va générer un certificat, ce certificat on va l'utiliser pour Proxmox.
Alors là, vous allez voir, c'est très simple en fait. Enfin, très simple. Si on suit évidemment la documentation de StepCA, donc vous avez StepCA à nouveau, hein, et puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est de générer un certificat, donc StepCA Certificate, et vous avez ici toutes les informations pour générer un certificat. La documentation est extrêmement complète. Donc ici, moi, je vais demander StepCA Certificate. Je vais lui demander de me générer un certificat pour le subject, le CN, enfin le nom DNS, PVE local, par défaut. Je vais lui demander de me générer un fichier CRT, un fichier key. Vous allez voir, il y en a besoin pour Proxmox. Et puis, derrière, on a des subject alternative names. Je vous les ai montrés. Donc, c'est si vous avez une adresse IP, par exemple, vous pouvez la mettre. Si vous avez un nom alternatif, par exemple, vous avez PVE local, PVE home, PVE, bah, vous mettez à chaque fois avec un SAN, vous mettez, bah tiens, on va mettre PVE, comme ça vous en verrez. Vous avez un not before, un not after. Donc là, c'est pour la durée du certificat. Donc, on peut lui dire, généralement, un certificat. Au moins de cette durée-là. Ensuite, on va interagir. Alors, vous voyez qu'ici, on a activé Acme, donc on a du Acme, mais nous, il faut qu'on passe par admin, et on va demander le mot de passe de la provisioner key. Donc, évidemment, ce mot de passe, ça doit vous évoquer quelque chose. On va donc copier le mot de passe qu'on avait sauvegardé tout à l'heure. Donc, je le colle ici en espérant qu'il n'y ait pas de problème de copie. Voilà. Et ensuite, il me dit, bah, c'est bon, l'autorité de certification est connue. Est-ce que je dois générer le SRV CRT? Donc, je lui dis oui. Est-ce que je dois le générer la clé? Je lui dis oui. Et puis il me dit, bah voilà, c'est bon, j'ai fait le nécessaire. Si on regarde maintenant ici, on voit qu'on a, je vais faire un LSAL, comme ça on va voir avec les dates de génération. On voit qu'on a bien ici, au moment où je vous fais la vidéo, le certificat à la clé qui ont été émis et qui sont présents. Maintenant, il va suffire d'aller les enregistrer. Donc pour Proxmox, et spécifiquement pour Proxmox, ça va dépendre évidemment de votre serveur web, de comment vous pouvez créer un certificat. Donc on va faire Upload Custom Certificate, il vous demande une clé, une chaîne de certificats, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a. Donc on va d'abord enregistrer la clé, puisque c'est la première chose qu'il nous demande. Donc vous prenez la clé, donc je colle la clé ici, donc normalement ça c'est bon, et puis on va prendre maintenant le certificat, donc le CRT. Et là, vous voyez que c'est une chaîne de certificats. Alors, c'est le certificat racine, le certificat intermédiaire. Je rentre pas dans le détail de comment ça fonctionne, mais je pense que vous comprenez en gros l'idée avec ce que je vous ai expliqué. Donc, on fait upload, on attend, et on regarde ce qui va être généré. Donc, ici, on me dit que l'API serveur a été redémarré, puisque forcément, le serveur web, si on lui change son certificat ou si on lui en ajoute un, il faut le redémarrer. Donc je recharge l'interface ici. Voilà, donc c'est reparti, j'ai accès à la machine, donc on va sur PVE, et puis on peut aller directement dans le certificat. On va voir ici, donc on a bien PVE Proxy SSL. On voit bien maintenant que c'est bien mon autorité de certification qui a généré ce certificat. Donc on voit Guillaume qui est l'autorité de certification, et on voit l'autorité de certification intermédiaire, donc Guillaume intermédiaire de CA. Qui ont créé le certificat, signé le certificat, etc. Le subject, c'est bien PVE local, et puis on a bien ici PVE et 192.168.1.49. Donc on est bon, on a bien le certificat qui est enregistré sur cette machine, et normalement, donc en plus, quand on va ici, on doit avoir le certificat qui est servi. Et on a en plus un certificat, ici vous voyez, qui a été mis à... Alors je me suis trompé tout à l'heure, ça devait être 5 ans. Alors ça va toujours pas, vous voyez qu'ici le certificat n'est pas reconnu, puisque l'organisation et le nom commun ne sont pas reconnus par le navigateur. Donc il faut corriger ce petit détail, on va dire, pour que la connexion apparaisse sécurisée. Donc on voit après redémarrage que certes, maintenant le certificat qui nous est livré est bien le nôtre, celui qu'on a émis, celui qu'on a enregistré, donc je vous le rappelle dans la partie certificate ici. Donc on a bien subject PVE local et compagnie, on a bien PVE local, mais pour autant, cette autorité de certification n'est pas connue. Alors, pour faire en sorte qu'elle soit connue, il suffit ensuite d'aller dans StepCA. Alors, il y a des moyens avec la ligne de commande de le faire, mais le plus simple encore, c'est probablement d'aller directement dans votre espace toujours StepCA dans la partie certificat, et vous copier-coller le certificat route et le certificat intermédiaire. Je vais vous montrer ensuite, on va l'enregistrer dans le navigateur. Alors on peut l'enregistrer dans chaque navigateur, on peut l'enregistrer dans le système d'exploitation, etc. Moi je vous le fais dans mon navigateur, dans Chrome. Donc on fait les paramètres. Dans les paramètres, on va dans confidentialité, sécurité, on va dans sécurité, on va dans gérer les certificats. L'idéal, donc, c'est de se mettre directement dans le bon onglet. Donc on va faire autorité de certification racine de confiance. Alors je vais dans les G
juste pour vous montrer que j'ai pas Guillaume, hein, puisque j'ai fait des tests par le passé, mais j'ai supprimé. Et puis de toute façon, j'ai tout régénéré, c'est une nouvelle autorité de certification, donc ça aurait pas marché, mais je vous montre quand même que je l'avais pas. Je vais choisir sur mon bureau mon certificat Racine qui est là, je fais ouvrir, et je fais suivant, et je vérifie bien qu'il le met dans le magasin des autorités de certification Racine. Si vous n'avez pas choisi l'onglet, il ne le propose pas par défaut, ou peut-être si vous avez choisi le mauvais onglet, vérifiez qu'il le mette dans le bon. Donc quand vous faites suivant, il vous dit j'ai bien détecté Guillaume Roux CA, est-ce que vous voulez que je l'inscrive? Vous faites oui, vous faites OK. Et vous faites pareil pour le certificat intermédiaire, vous mettez dans intermédiaire, vous faites importer, vous faites suivant, vous faites parcourir, vous allez chercher votre certificat intermédiaire, vous faites ouvrir, vous faites suivant, vous vérifiez que vous êtes au bon endroit, vous faites suivant terminé, et normalement le certificat est installé. Alors, on pourrait juste faire un refresh et vérifier que ça fonctionne, mais je crois qu'un coup sur deux, Chrome n'est pas en mesure de fonctionner, de renouveler correctement le certificat. On peut nettoyer le cache, etc. Une bonne manière de faire, c'est de redémarrer le navigateur, donc Chrome ici, pour vérifier que ça fonctionne. Donc on voit ici l'erreur, vous voyez PVE local, certes common name invalide. Et là c'est vraiment bizarre puisque le subject c'est bien PVE local. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Et là bah voilà, ça va être les hasards de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, ça marchait très bien jusqu'à présent. Ici ça ne marche plus. Et donc bah je suis un petit peu coincé, à part que je peux m'y connecter par l'adresse IP. Et donc je vais finir avec l'adresse IP, c'est pas grave. J'avais un common name invalide, ce qui n'est pas du tout normal puisque PVE local, qui est le nom de la machine, qui est résolu local, a bien le subject ici common name PVE local. Alors à moins que j'ai mis un caractère bizarre qui soit pas ce que je tape, je ne m'explique pas pourquoi ça marche pas. Mais heureusement que j'avais mis le subject alternative name pour vous montrer rapidement que ça fonctionne, donc 192.168.1.49 qui est l'adresse IP associée à la machine. Et vous voyez qu'il n'y a plus de soucis particuliers, vous dit la connexion est sécurisée, le certificat est valide, c'est bien moi qui ai mis le certificat, c'est un certificat qui est valable 5 ans, pour le nom commun PVE local. Alors le truc que je m'explique pas, c'est ce souci de PVE local ici. Je retente une deuxième fois pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voyez, ici il ne veut pas, et il me dit bien certificat non valide, et quand je vais dessus, j'ai une erreur, une information qui me dit que le nom commun n'est pas valide. On va voir la dernière option qui est l'Acme Account directement, donc le certbot directement avec Acme. Donc là, il se trouve que dans Proxmox, on a une solution pour le faire. On peut ajouter un compte ici. Donc vous voyez que par défaut, c'est du Let's Encrypt. On peut mettre évidemment du custom. Enfin évidemment, tous ne permettent pas de le faire, mais on peut mettre custom. Donc on va demander, alors l'adresse mail, j'en ai pas vraiment, donc j'en mets pas. Et ici, on va mettre l'URL qui va permettre d'aller chercher le certificat en question, enfin de réagir, de faire de l'Acme pour aller chercher le certificat. Donc on voit ici l'URL, donc https step local acme directory, donc ça c'est le chemin. Donc Acme ici c'est le protocole, Acme ici c'est le nom du provisionneur qui se trouve être du même nom par défaut, mais vous pouvez en créer d'autres si nécessaire. Et directory ça va être remplacé je crois à l'exécution, et on peut mettre une adresse mail, mais j'ai pas d'adresse mail, donc je vais faire comme ça. Je fais register, ici on va voir generating Acme account key, donc ça va interagir avec le serveur stepca, et on voit qu'il va enregistrer le compte, donc il est enregistré ici, et on le voit apparaître ici, il s'appelle default. Et dans PVE, ici maintenant on a bien un compte qui est disponible, donc on peut faire add, et ici on peut lui dire fais un challenge. Le challenge tu le fais sur PVE local, donc le nom ici. Alors on pourrait mettre l'adresse IP, je pense que ça marcherait aussi, mais on va faire avec le domaine HTTP qui correspond. On va faire create et on va faire order certificate. Donc là il va faire une interaction avec le serveur stepca. On voit que le statut est valide, on voit que le nom PVE local est valide, et puis il fait une interaction pour aller récupérer le certificat. Voilà, le certificat a été récupéré, et on voit ici derrière le serveur internet qui vient d'être redémarré, donc PVE proxy, puisqu'il va charger le certificat. Donc je fais un rechargement. Voilà, et là, la magie de tout ça, c'est que ça m'a réparé automatiquement les choses. Du coup, j'aurais bien aimé, honnêtement, savoir ce qui s'est mal passé, mais je pense que je vais y passer des heures avant de comprendre exactement quel est le souci qui est apparu quand j'ai généré à la main le certificat. Normalement, ça aurait dû marcher, vous l'avez vu marcher avec l'adresse IP, ça aurait dû marcher aussi avec PVE local, mais vous voyez qu'ici, on est passé sur de l'Acme.
Donc on est maintenant avec un moyen automatisé de générer le certificat, et surtout avec le renouvellement automatique. Du coup, avec le renouvellement automatique, vous pouvez même rester à la journée. C'est le client Acme de Proxmox qui va automatiquement régénérer le certificat. Et donc, du coup, il n'y a plus de souci à avoir des certificats de durée de validité courte, puisqu'ils vont être renouvelés régulièrement. Bon, moi je reste quand même sur cette durée de validité longue. Voilà, vous pouvez mettre 1 an, je pense que c'est pas mal. Et même pour des certificats que vous exposez publiquement, c'est pas très gênant, hein. Ça reste ce que font de toute façon les autorités de certification la plupart du temps. Elles vous font du 3 mois, 1 an, des choses comme ça. Donc c'est pas très gênant. C'est juste, je vous l'ai dit, il y a cette étape supplémentaire dans vos navigateurs d'aller enregistrer le certificat pour qu'il soit reconnu. Voilà, j'aurais juste, je pense, à l'issue de cette vidéo, la déception de ne pas avoir réussi à refaire marcher, puisque j'ai tout fait plusieurs fois en amont, et donc pas réussi à refaire marcher tout de suite le certificat généré à la main, mais il n'y a pas de raison, il aurait dû marcher. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai du mal copier-coller une valeur, mais ça fait honnêtement 4 soirs de suite que je prépare cette vidéo, donc je vais m'arrêter là, et au moins j'ai la satisfaction de vous avoir montré un subject alternative name, l'adresse IP qui fonctionnait, et avec Acme directement le PVO local, donc le nom de machine locale, hein, qui n'existe pas sur internet, je vous le répète une dernière fois. Tout ça, ça a été fait en local sur mon réseau, mais j'ai pu générer le certificat sur le nom de machine locale, donc de ma machine, sans que ce soit un souci. Et du coup, ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez généraliser ça à tous les services qui sont compatibles avec soit de l'Acme, donc je vous l'ai dit, du trafic, des choses comme ça, du caddie, soit même de générer à la main vos certificats, de les équiper sur vos serveurs. Et du coup, vous pourrez sécuriser tout ce que vous voulez, que ce soit donc en local, soit sur internet, si vous voulez même générer des certificats. Moi, je vous conseille plutôt quand même d'utiliser StepCA pour tout ce qui est local. Comme je suis dégoûté que ça n'ait pas marché, je vous propose qu'on retente une dernière fois l'aventure du certificat généré. Donc, juste pour information, sur le serveur StepCA local, évidemment, je ne voulais pas préciser puisque je n'avais pas inséré le certificat racine. Mais évidemment, lui-même sert son propre certificat. Donc, vous devriez avoir quelque chose de fonctionnel également. Et donc, sur Proxmox, on va déconfigurer Proxmox. Hein, puisque de toute façon avec Acme je peux le régénérer si nécessaire. Donc je peux supprimer cette entrée-ci. D'ailleurs par défaut, si vous avez un compte ici Acme, faites en sorte de le déconfigurer. Alors vous pouvez aller supprimer directement sur le système, ça se fait très bien avec un petit RM. Mais si vous voulez le faire depuis l'interface graphique, il vaut mieux le faire quand vous avez encore accès au serveur. Sinon après ça oblige à aller dans le système d'exploitation pour le faire. Donc là j'ai déconfiguré complètement Acme, je l'ai plus, je supprime le custom certificate. Je pense que je suis arrivé à la conclusion de ce qui marche pas sur mon exemple, et c'est parce que je n'ai pas suivi scrupuleusement le script tel que je l'avais fait, puisque ça s'appelait PVE Home, mais comme j'avais appelé l'autre StepCA local, je me suis dit je vais l'appeler PVE local. Et en fait il se trouve que cette machine-là n'a pas sur ses noms locaux, n'a pas PVE local. Donc j'ai fait à la main un certificat pour PVE Home, et je vous montre tout de suite que ça fonctionne avec PVE Home. Donc au moins vous aurez vu un cas qui fonctionne. Et puis moi j'irai pas me coucher en me disant ma vidéo est ratée parce que j'ai pas réussi à le faire marcher. Donc je déconfigure la machine, je laisse son serveur graphique rebooter. Je vais émettre un certificat, donc je fais exactement comme je vous ai montré tout à l'heure, à la différence de... donc même si je l'émets pour PVE local, je pense que PVE local, j'arriverai pas à le faire marcher là tout de suite. Par contre, je m'explique pas pourquoi Certbot, enfin la partie Acme arrive à le faire marcher. Donc il doit y avoir un truc encore que j'ai pas mis le doigt dessus. En tout cas, si j'utilise son nom tel qu'il est connu par Proxmox, donc PVE Home, parce que je suis sur PVE Home quand je génère le certificat, donc PVE Home, donc je fais une croix sur PVE local, ça ne marchera pas et je pense que je solutionnerai pas le problème, mais PVE Home et l'adresse IP, je pense que je peux le faire marcher. Donc ça, je le fais, je prends admin ici, je colle ma clé, je génère mes certificats, donc on voit ici que mes 2 certificats sont générés. Je vais me mettre en écran splitté. Ici, je vais enregistrer mes 2 certificats, donc exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc caché. Vous voyez que j'ai régénéré mes clés. Je colle la clé privée ici, je vais coller aussi la clé, le certificat. Chaîne de certificats ici, hop, je le colle là, donc c'est bien la chaîne des 2 certificats, je fais upload, évidemment, donc il y a toujours le redémarrage de la partie web server, donc je le laisse faire, je force le redémarrage. Donc PVE local,
on va dire que je fais une croix dessus, on va dire que je comprendrai pas dans un... Là maintenant, pourquoi ça marche pas, peut-être que je comprendrai dans quelques temps. Mais si je demande PVE Home, on voit qu'il n'y a pas de souci. Il se trouve que PVE Home, c'est le nom de la machine locale, c'est le nom aussi sur lequel elle est connue quand elle s'enregistre avec le DHCP. Donc, j'ai pas de souci avec PVE Home. J'aurais dû peut-être me rester strictement sur mon script que j'avais prévu. Ça m'a ouvert encore une problématique à laquelle j'avais pas pensé. Pourquoi la PVE locale n'a pas marché? J'ai pas vraiment la réponse, mais en tout cas, je vous ai montré qu'on peut générer un certificat manuellement, donc sans Acme. Mais quand même le faire marcher sur la machine, il n'y a pas de souci. Il faut juste que voilà, il y ait ces petits ajustements qui soient faits au niveau des noms de machines. Alors on travaille sur des noms de machines locaux, donc quoi qu'il arrive, vous pouvez éventuellement avoir des PVE LAN, PVE Home, PVE local, des choses comme ça, en fonction de votre DNS, en fonction de la manière dont la machine est enregistrée, qu'elle a son nom local. Il y a des petites variantes, mais ça peut expliquer en tout cas pourquoi ça ne marchait pas. J'espère que par cette vidéo, vous avez compris que des sociétés comme Let's Encrypt, qui font un boulot de malade pour permettre à des gens comme vous et moi d'obtenir leur propre certificat et d'avoir le petit signe en fait sécurisé, connexion sécurisée dans le navigateur, comment ils font pour s'y prendre, pour générer des certificats, et puis évidemment avec leur renommée, avec leur réputation, ils sont reconnus de par le monde, même s'ils sont peut-être pas autorités de certification Racine, ils peuvent émettre des certificats intermédiaires, eux-mêmes présents dans le navigateur, et vous certifier quelque part, vous signez vos propres certificats pour que derrière, vous puissiez vous-même déployer vos services, et que n'importe qui puisse y accéder en toute fiabilité, on va dire, en toute sécurité. Voilà, c'était l'objet de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses, et puis si vous voulez vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas, c'est un petit peu compliqué, mais normalement, j'espère, avec les informations que je vous ai communiquées, vous devriez pouvoir vous lancer sans trop de difficultés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!